Merci à vous. Donc on va essayer de discuter de la place de l'assistance monoventriculaire gauche dans donc ce choc cardiogénique. Et j'ai précisé entre parenthèses percutanée pour essayer de limiter aux techniques accessibles en fait facilement et éviter les techniques chirurgicales. Donc voilà mes conflits d'intérêts. Comme tout le monde, j'en ai avec à peu près toutes les boîtes qui font de l'assistance. Et pour repartir du choc, on le sait, l'incidence elle est à peu près stable depuis 10 ans. On a 80% de chocs qui sont d'origine ischémique, mais ça va être important pour la discussion de l'assistance mono-VG. Et on a 78% de ces chocs cardiogéniques qui seraient qu'une dysfonction monoventriculaire gauche. La mortalité, et Étienne Pumera et Nadia Essaoui nous l'ont prouvé dernièrement avec l'étude Cubrea, donc 19 000 patients, elle reste de l'ordre de 40 à 45%. Et donc c'est très important de s'intéresser à ces patients. Si on regarde les approches thérapeutiques, en repartant sur ce qu'ont pu nous dire Eric et Bruno tout à l'heure, elle va reposer sur les inotropes avec un niveau de recommandation qui est faible, c'est du consensus d'experts, les vasopresseurs, le même niveau. Le seul traitement qui a prouvé quelque chose, c'est évidemment la reperfusion, avec un niveau de recommandation qui est du 1A ou 1B en fonction des différentes recommandations de l'ESC. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des limites à ce traitement conventionnel. On l'a vu, la contrepulsion à l'heure actuelle, en première intention dans le choc, c'est clairement non. Et les inotropes et vasopresseurs, on l'a vu aussi, plus on en a qu'on associe et plus les doses sont élevées, plus les patients vont mourir. Donc il va falloir trouver une autre solution. Et donc la question à l'heure actuelle, c'est quelle solution ? La contrepulsion, c'est simple, c'est depuis les années 70, mais ça ne marche pas, donc on va passer à autre chose. L'ECMO, on vient d'en parler avec le professeur Combe. Évidemment qu'il y a une place pour cet ECMO, mais on va voir les limites qui pourraient nous amener à discuter autre chose. L'autre chose à l'heure actuelle, ça pourrait être le tandem heart. C'est séduisant de point de vue technique, puisqu'on décharge réellement le VG et on va sur un débit. Le problème du tandem heart, au-delà de la difficulté technique, c'est que de toute façon, on ne l'a pas. Donc on va falloir réfléchir à autre chose. Ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est les techniques d'impella. On aura peut-être dans les années à venir la PHP, donc de Thoratec devenu Saint-Jude et puis maintenant Abbott, ou l'IVAC 2.0 de Terumo avec les limites qu'on verra arriver au fur et à mesure qu'on va les étudier. Ce qui est important, c'est de se poser la question pourquoi on parle d'assistance. En fait, dans le choc cardiogénique, il va y avoir 3 déterminants majeurs qui vont être nécessaires. C'est la PAM. La PAM, on l'a vu, c'est la perfusion d'organes et l'objectif, c'est limiter l'apparition de la déférence de multiviscérale, voire la corriger si elle est apparue. Et pour ça, il nous faut un support circulatoire. On va éviter aussi, on va essayer de diminuer la pression télédiastolique du VG. L'objectif, c'est de le décharger pour lui permettre de récupérer. Et éviter aussi les complications comme l'OAP sous ECMO. Et la dernière chose, c'est évidemment perfuser ses coronaires. Et finalement, quand on baisse la PT-DVG, qu'on augmente la PAM, on améliore la perfusion coronaire. Pourquoi ? Parce que notre premier objectif dans un choc cardiogénique, c'est tout d'abord essayer qu'il récupère. C'est-à-dire que oui, il y a des techniques d'insuffisance cardiaque terminale, la greffe, l'assistance cardiaque chronique, que ce soit mono-VG ou cœur artificiel total, mais ça, c'est pas possible pour tout le monde et vous le savez bien. Donc ce qui est important, c'est essayer de faire récupérer le patient. La difficulté avec l'ECMO, c'est que vous avez les courbes pression-volume ici, en bleu le patient en choc cardiogénique. On a une pression télédiastolique qu'on va faire augmenter lorsqu'on va augmenter le débit de l'ECMO. Ça veut dire qu'on va surcharger ce ventricule gauche en augmentant sa post-charge. Et donc clairement, on va augmenter son travail cardiaque. En augmentant son travail cardiaque, on ne lui permet pas de récupérer. Donc c'est une assistance, l'ECMO, qui est circulatoire, qui est clairement accessible, qu'on connaît bien, donc il faut l'utiliser. Mais il faut essayer de réfléchir à est-ce qu'on pourrait faire mieux ou différemment. Et c'est là où l'assistance monoventriculaire gauche a probablement un rôle à jouer, puisque dans l'assistance monoventriculaire gauche, quand on va augmenter le débit de cette assistance, ici c'était fait avec des assistances chroniques type HeartMate ou HeartWare, mais c'est la même chose avec de l'impella, de la PHP par exemple, en tout cas en théorie, c'est qu'on va diminuer le travail cardiaque. Le travail cardiaque, c'est la zone en fait, la surface au sein de la courbe. Et vous voyez que quand on augmente le débit de machine, on va diminuer cette surface, donc diminuer le travail cardiaque, on va diminuer le point en bas qui est la pression télédiastolique du ventricule gauche, diminuer la pression télésystolique de ce VG, et donc finalement, quand on augmente le débit de B, de la figure B à E, on va voir en rouge la courbe qui est la courbe artérielle, donc aortique, et en bleu ce que fait réellement le cœur, et au final, on va de plus en plus avoir un débit qui va passer par l'assistance, sans passer par le VG et sans le surcharger. Donc ici, on a potentiellement une assistance qui est circulatoire, mais aussi cardiaque. Et je pense que la différence, elle est nette. Il y a l'assistance circulatoire et l'assistance cardio-circulatoire. Et donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle ? C'est l'impella. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, il n'y a que ça. Dans les années à venir, on va avoir potentiellement la PHP, Terumo avec l'IVAC, mais on en rediscutera probablement dans les prochains mois et années. Et donc, on l'a dit, l'avantage de ce type de technique, c'est que la 2,5, elle est probablement trop faible pour le choc cardiogénique, on va y revenir, mais elle se met en percutanée. La CP, elle permet de faire jusqu'à 3 litres 1, 3 litres 2 par minute. Donc, c'est pas parfait, mais ça se met en percutanée.
donc c'est accessible rapidement. Et il y a une technique chirurgicale qui est finalement pour un chirurgien cardiaque ou vasculaire accessible. Évidemment, ça s'apprend parce qu'il faut aussi maîtriser les guides, mais à l'heure actuelle, avec les TAVI, ils ont l'habitude. Et là, on peut faire jusqu'à 4,2, 4,4 de débit. Les effets hémodynamiques, j'ai repris ce qui était présenté par la boîte qui s'occupe de la commercialisation de cette machine et qui finalement vient d'être publié il y a 3 jours dans l'American Journal of Cardio. Finalement, on va augmenter le débit, on va augmenter la MAP, donc la pression artérielle moyenne, donc on augmente cette fameuse puissance cardiaque dont on a parlé tout à l'heure avec Eric. On va diminuer la pression télédiastolique de ce VG, donc on va diminuer la tension pariétale, diminuer la consommation en oxygène, le travail cardiaque, mieux perfuser les coronaires et potentiellement donc améliorer la récupération myocardique. Alors que nous ont apporté les registres? Parce qu'à l'heure actuelle, dans l'MPLA, à part l'étude que nous a présentée le professeur Combe tout à l'heure et sur laquelle on reviendra, on a essentiellement des registres. Et en France, sur les registres, on n'est pas trop mauvais avec l'MPLA, puisqu'on a l'équipe de Bordeaux qui nous avait montré avec de l'MPLA à 2,5, donc qui n'est pas parfaite, mais que déjà avec ce type de support, on baissait très nettement les lactates au fur et à mesure des heures. L'équipe de Montpellier avec Philippe Godard, qui ici utilisait une technique avec de la 5-0, 40 patients. C'est la première étude vraie avec ce type d'assistance. On montrait la diminution des lactates, la diminution également du nombre d'inotropes et de leur dose au cours du temps. Et on montrait une récupération de la fraction d'éjection. Alors vous allez me dire, les registres c'est sympa, il y a entre 20 et 40 patients. Donc qu'est-ce qu'on a mieux que ça? Il y a, pour l'instant, on va y revenir, pas beaucoup de données. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement, au niveau de ces assistances, différents niveaux. Et l'MPLA 2,5, ça fait de la décharge VG. Et sous ECMO, c'est intéressant, parce que ça va permettre, juste avec 1,5 litre, 1,8 litre de débit, de décharger ce VG et éviter l'OAP. Mais en pratique clinique, ce qu'on voit, c'est que c'est probablement pas suffisant. Ici, c'est une série, vous avez 35 patients, en gros. On a les patients en gris qui étaient implantés d'emblée avec une MPLA 5,0, les patients en noir par une MPLA 2,5. Et on voit qu'au cours du temps, on parle d'heures, pas de jours, on va avoir les patients avec une MPLA 2,5 qui vont diminuer. Ils sont soit morts, soit ils ont été transformés à un support plus important. C'est l'MPLA 5,0 et le changement, c'est les zones grisées foncées. Et on voit que c'est de pire en pire au fur des heures. Donc en gros, l'MPLA 2,5 dans le champ cardiogénique, c'est clairement probablement pas l'assistance qu'il nous faut. Et donc, c'est là-dessus que l'MPLA 3,5 a un rôle intermédiaire qui peut être intéressant parce que facilement accessible en salle de cathétérisme. Au moment en fait où on va revasculariser ce choc cardiogénique ischémique. Alors, quelles sont les études? Cette diapo pour vous elle va être un peu illisible, mais à l'heure actuelle, c'est la seule chose qu'on a. Je vous ai fait toute la revue de la littérature en termes de registres, et vous voyez qu'on a des études qui sont entre 30-40 malades et au mieux 287 dans le registre américain, dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est essentiellement des études au départ sur l'MPLA 2,5, ça c'est les Américains, ils en mettent à tout le monde. Ils ont un accès plus facile, il faut dire. Et on a quelques études avec la 5,0 et très peu avec l'MPLA 3,5 puisqu'elle est arrivée sur le marché plus tardivement. C'était il y a 4-5 ans maintenant. En tout cas, la survie de ces patients à 30 jours ou hospitalière, elle est entre 35 et 60%. Donc c'est pas parfait, mais ça peut probablement jouer un rôle. Alors il y a évidemment des complications, ça tourne vite, on l'a dit, c'est entre 30 et 50 000 tours par minute, donc ça fait un gros broyeur sanguin, ça broie les globules rouges mais surtout les plaquettes, ça fait de l'hémolyse. L'hémolyse, vous le savez, ça fait la nécrose tubulaire aiguë, donc c'est les patients qui sont dialysés. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les études qui ont comparé MPLA 2,5 à l'époque, donc hémolyse plus quand même parce que ça tourne plus vite, versus la contrepulsion, les complications semblaient plus fréquentes dans la méta-analyse de Cheng dans l'European Heart en 2009 que la contrepulsion. Donc la question qu'on va se poser, nous, c'est, on sait qu'il va y avoir des complications, on sait qu'il y a un bénéfice probable, en tout cas théorique, de cette machine. À quel moment le bénéfice dépasse les complications et donc à quel moment je dois mettre en place cette assistance? Donc la question, elle a été évoquée par les registres. D'abord par un registre américain, 150 patients qui ont bénéficié de la mise en place d'une MPLA. Donc déjà, c'est des patients qui ont eu l'MPLA. Et la question qui se posait, c'est à quel moment elle a été placée. On a un groupe de patients qui a eu l'angioplastie dilatée derrière à une MPLA. Cela, la survie hospitalière, elle était de 39%. On a des patients qui avaient eu la contrepulsion, on a dilaté, on met l'MPLA derrière, la survie elle est de 41%. Et puis on a des patients qui on a mis l'MPLA, on les a dilatés, on a laissé l'MPLA, et là la survie était de 65%. Donc c'est un registre, on a regardé ce qu'on a fait. Mais c'est quand même intéressant ce que ça donne, c'est-à-dire que la contrepulsion, ça sert, on a dit, à rien dans le choc cardiogénique, mais ça a quand même un petit support, et c'est ce qu'on faisait depuis 30 ans. Quand on regarde plus récemment dans le registre américain dont je vous ai parlé, 287 patients, eh bien on a la même chose, c'est-à-dire que vous avez en rouge les patients qui avaient été implantés d'une MPLA avant, en bleu ceux qui ont été implantés après, et il y a clairement une différence de mortalité. Alors, à quel moment il va falloir débuter? On a dit probablement avant l'angioplastie.
Et puis quand on regarde dans ce registre américain, ceux qui ont été implantés dans les 2 premières heures, ceux qui ont été implantés entre 2 et 4 heures et ceux qui ont été implantés au-delà de 4h30, eh bien on a une mortalité qui est significativement différente. 66% dans ceux qui ont été implantés dans les 2 premières heures, 26% dans ceux qui ont été implantés au-delà de 4h30 de choc. Donc clairement le plus tôt possible. Alors après, il y a la question des inotropes. Quand c'est qu'on attaque l'assistance, quand c'est qu'on attaque les inotropes, quand c'est qu'on attaque les vasopresseurs. Donc j'aurai pas de réponse formelle, hein. Mais ce qui est certain, c'est que quand on attaque l'impella alors qu'il y a 4 inotropes en place, avec des doses importantes, donc en fait c'est des scores d'inotropes, donc c'est pas 4 inotropes, mais c'est des doses importantes, on a 26% de survie. Quand on attaque l'impella avant les inotropes, on est à 68%. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans certaines situations, puisqu'on a parlé tout à l'heure de choc cardiogénique réfractaire, mais finalement, c'est aussi intéressant de s'intéresser au choc qui est en train d'arriver, au pré-choc. Et c'est là où potentiellement ce type d'assistance a un intérêt, c'est d'éviter d'en arriver au choc cardiogénique réfractaire. Et donc là, ce signal est assez fort, 68% de survie quand on met l'impella avant. Alors évidemment, on parle d'assistance monoventriculaire gauche. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de choc cardiogénique avec une déférence gauche prédominante, 80%, d'origine ischémique, c'est quasiment 80% aussi. Donc il va falloir évaluer ce VD. Alors est-ce qu'on a des critères stricts pour le VD? Ben, finalement, il n'y en a pas. Ce qu'on sait juste, c'est que le visuel, déjà, quand on a un peu l'habitude, ça marche. Ici, vous avez une échographie faite dans le service, vous avez un VG qui est littéralement explosé, et à côté de ça, vous avez un VD qui n'est pas dilaté, et vous avez l'anneau tricuspide qui bouge pas mal du haut vers le bas. Et vous savez que la fonction contractile du VD, ça se fait essentiellement entre l'anneau et l'apex. Et donc c'est un visuel qui est intéressant. Comment l'approcher différemment? On peut avoir les diamètres, VDVG, ce qu'on fait dans l'embolie pulmonaire ou ce qu'on fait également dans le SRA. On peut avoir le TAPS, qui est ce fameux mouvement antérieur de l'anneau tricuspide. Ça correspond juste à marquer sur du papier ce qu'on voit visuellement. Et l'onde S tricuspide à l'anneau en DTI. Les seuils, ben, il n'y en a pas officiel. Ce qu'on peut utiliser, c'est ce qu'on utilise d'habitude en cardiologie. Donc, c'est une onde S supérieure à 10, 8, 10 et un TAP supérieur à 15, 16. Après, souvent, quand on va assister le VG, on va améliorer la perfusion et le VD qui était un peu limite va s'améliorer aussi. Alors, est-ce qu'on a les data randomisées? Finalement, pas. On va faire très simple. Il y a eu plein d'études, dont une qui avait été montée brillamment par Eric, mais qui malheureusement a eu du mal à inclure en France. C'était une des premières randomisées. Il a eu du mal à inclure parce que c'était le début de l'impella et qui mériterait d'être faite d'ailleurs. Et donc, on n'a pas trop de data pour conclure. La seule étude randomisée qu'on ait à l'heure actuelle, c'est l'étude Impress dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut d'emblée mettre un bémol. Donc, c'est 48 patients en multicentrique prospectif. Donc ça, multicentrique prospectif, c'est bien. 48, un peu moins. Puis c'est moins bien parce qu'on a 100% des patients qui sont intubés, donc on est vraiment déjà dans le choc cardiogénique réfractaire. Et je vous disais, moi, ces assistances, je les verrai plutôt dans le pré-choc où le choc qui commence à partir, mais pas dans celui qui est installé avec 5 de TP et 10 de lactate. 100% avaient fait un arrêt cardiaque préalable. Donc on n'est pas dans du choc cardiogénique pur, on est dans du mixte, on a cette vasoplégie du post-ressuscitation syndrome dans l'arrêt cardiaque. On a des patients, 21% dans le groupe Impella, qui avaient des lésions traumatiques du fait de leur arrêt. Et bizarrement, c'est ces patients-là qui vont saigner. Il y en avait 8% juste dans le groupe contre-pulsion. Donc moi, je serais plus critique sur cette étude. Elle a le mérite d'exister, mais clairement, il va falloir faire autre chose après. Ici, il y a juste 15% des patients qui ont eu l'assistance avant l'angioplastie. Et puis, il y a des crossovers qui sont quand même assez nets. Quand vous avez 5 patients sur 24 qui passent du groupe Impella, du groupe contre-pulsion au groupe Impella, ça emmène quand même à des commentaires. Donc cette étude, elle est négative. Un seul truc que ça montre, c'est que clairement l'impella a plus de complications que la contre-pulsion. Et je crois que ça, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il faudra choisir nos malades. La conclusion, à mon sens, c'est chez le patient en choc cardiogénique sévère post-arrêt cardiaque, sur infarctus, l'impella c'est fait, ne fait pas mieux que la contre-pulsion. Donc il va falloir essayer des études randomisées dans d'autres types de patients. Je pense que c'est indispensable. Les limites, on l'a évoqué, c'est financier. Si tous les patients qui avaient une contre-pulsion aux États-Unis passaient tous sous Impella, 100%, qu'il n'y avait plus de contre-pulsion mais que des Impella, c'est 2 milliards de dollars en plus pour le système de l'assurance maladie. Donc ce n'est pas possible. À l'heure actuelle, c'est une assistance qui en plus n'est pas remboursée, avec un dossier soumis, mais on attend les résultats. On a d'autres assistances qui vont arriver, donc la PHP de Thoratec, on a l'assistance IVAC 2.0 de Terumo. Et finalement, à l'heure actuelle, le disponible, c'est ça, c'est ces recommandations. Donc la contre-pulsion, quelles que soient les sociétés d'experts, c'est il ne faut plus faire avec un haut niveau de preuve. L'Impella et l'ECMO sont mises sur le même pied d'égalité, avec beaucoup plus d'études, en tout cas de registres dans l'ECMO à l'heure actuelle, mais pas de niveau de preuve élevé. Et donc voilà moi ce que je propose. En me basant sur ce qui a été fait, les recommandations d'experts françaises, les recommandations européennes de revascularisation ou de la Société d'insuffisance cardiaque.
C'est en gros, choc cardiogénique, c'est coraux. Il est ischémique, il n'est pas ischémique. Il est ischémique, je revascularise. La question en débat, c'est est-ce qu'il faut revasculariser juste la culprite lésion ou toutes les lésions? On a une étude en cours qui est l'étude culprite choc à laquelle on participe comme d'autres centres ici, j'imagine. On verra les résultats. En tout cas, une fois qu'on a revascularisé, on va attaquer les inotropes, les vasopresseurs. On va gérer la volémie, comme on a dit. Parfois, il faut un peu remplir. Souvent, il faut quand même faire pisser ces malades. Et très rapidement, à mon avis, se pose la question de l'assistance. C'est-à-dire, oui, l'ECMO chez le patient qui est dépassé, ça a un intérêt, ou qui est en train d'échapper. Mais peut-être qu'avant, en termes de bénéfice-risque, on a une place pour ces assistances mono-gauche, de type Impella. À mon sens, la 2,5, pas du tout, mais plutôt 3,5 ou 5,0. Et dans ce cas-là, il va falloir faire des études. On va y travailler. On est en train de monter un PHRC avec le groupe CUSIC de la SFC, qu'on voudrait faire avec la SRLF, on en reparlera, pour voir un petit peu si on peut marcher, en ayant toujours en tête qu'il faut une équipe multidisciplinaire, puisque en fait il va falloir essayer une récupération, mais si ça ne marche pas, il faut être capable de donner un autre projet, transplantation ou assistance chronique. Voilà, merci beaucoup.